cette troisième vidéo, nous allons expliquer les phénomènes que nous avons vus précédemment, à savoir la mobilité et la reproduction sociale. Nous allons donner trois explications principales. La première, ce sera l'évolution de la structure socio-professionnelle, qu'on appelle aussi la mobilité structurelle. Deuxième explication, le rôle de l'école. Et enfin, nous terminerons en expliquant le rôle qu'a la famille dans ces phénomènes. La première explication de la mobilité sociale est donc la mobilité structurelle. En effet, l'évolution de la société peut expliquer en partie l'évolution de la mobilité sociale. Quand on regarde l'évolution des métiers que l'on a dans la diapositive ci-dessus, on se rend compte qu'un certain nombre de métiers ont diminué, ont vu leur part dans la population active diminuer fortement. C'est notamment le cas des ouvriers. Ça expliquera donc que les enfants d'ouvriers ne deviennent pas forcément des ouvriers. La même chose pour les agriculteurs. On voit que le nombre d'agriculteurs a fortement diminué, notamment si on prend à partir de depuis 1936, ce qui explique là encore que les enfants d'agriculteurs ne deviennent pas agriculteurs. Mais ça ne veut pas dire que pour autant, il y a une mobilité verticale pour ces fils d'agriculteurs. A l'inverse, d'autres professions ont vu leur poids augmenter dans la population active. C'est le cas des employés, des professions intermédiaires et des cadres de professions intellectuelles supérieures. Nous avons vu ça dans le chapitre précédent avec l'émergence de la fameuse classe moyenne. La deuxième explication de la mobilité sociale tient dans le rôle de l'école. En effet, comme le montre le graphique ici, on se rend compte que de plus en plus d'individus vont à l'école. On appelle ce phénomène la massification scolaire. Et on observe ici dans ce graphique vraiment la montée importante du nombre de personnes diplômées, alors ici de l'enseignement supérieur, mais si on prend l'enseignement secondaire, on retrouve le même phénomène, sans doute même encore accentué. En effet, c'est l'école, et seulement l'école, qui permet la mobilité ascendante des enfants originaires des milieux défavorisés. En effet, cette dernière permet à tous d'accéder à des statuts sociaux dans la mesure où les diplômes sont ouverts à tous et ne sont pas discernés en fonction de l'origine sociale. Si faire des études et avoir un diplôme ne garantissent pas ni un emploi ni un statut social, l'inverse, c'est-à-dire ne pas faire d'études, lui garantit presque à coup sûr à un enfant de milieu populaire l'impossibilité d'ascension sociale. L'école est donc un moyen nécessaire, mais pas toujours forcément suffisant, de la mobilité sociale. L'école a joué un rôle important, notamment pendant les 30 Glorieuses, dans l'explication de la mobilité sociale. Néanmoins, son rôle paraît aujourd'hui beaucoup plus incertain. En effet, il semblerait que l'école paraît aujourd'hui davantage favoriser la reproduction sociale que permettre la mobilité sociale. On l'observe dans le graphique que l'on voit apparaître ici. Alors, ce n'est pas forcément un graphique évident à comprendre. Ici, on essaie de relier l'origine sociale avec les résultats dans le secondaire. Et on se base sur les fameuses études PISA, Programme international de suivi des acquis, qui est un programme qui compare l'évolution des résultats des élèves des pays développés. Et on se rend compte que la France, dans ces tests, est un pays dans lequel l'influence de la famille est le plus important sur les résultats scolaires. Donc dit autrement, notre origine sociale explique en partie nos résultats scolaires. Si à peu près tous les sociologues sont d'accord sur le constat de reproduction sociale générée par l'école, les explications, elles, peuvent différer. On va voir deux grandes explications. Bourdieu lui explique par le fait que l'école valorise la culture des catégories les plus favorisées, alors que Boudon explique par des choix des familles de poursuite ou non d'études suite à un calcul coût-avantage. Alors commençons par l'explication de Bourdieu. Si on devait résumer la pensée de Bourdieu, pour lui l'école ne favorise pas la mobilité sociale. Au contraire, l'école va, sous couvert d'une forme d'égalité, de méritocratie, reproduire et légitimer les inégalités. Alors pourquoi elle reproduit les inégalités? Parce que l'école va valoriser les élèves issus de familles bien dotées en capital culturel. Et elle va légitimer les inégalités en ce sens qu'elle va les attribuer au mérite personnel des élèves. Pour Bourdieu, l'école va donc valoriser une forme de culture, celle des catégories dominantes, ce qui va entraîner de la reproduction sociale. Pour Bourdieu, l'élément clé, c'est donc le capital culturel. Et le capital culturel, en grande partie, va être transmis par la famille.
l'école va valoriser une forme de capital culturel, donc certaines catégories sociales, au détriment d'autres. Pour Boudon, les familles vont au contraire raisonner en termes de coûts-avantages. En fait, elles vont évaluer les coûts d'une poursuite d'études, des coûts financiers bien sûr, mais également des coûts humains, et les bénéfices attendus de cette poursuite d'études. Les familles faiblement dotées en capital culturel, donc plutôt les familles populaires, vont estimer que les coûts de poursuite d'études sont trop importants par rapport à des bénéfices incertains. En effet, elles ne sont pas pleinement persuadées que la poursuite d'études permettra à leurs enfants d'avoir une meilleure position sociale. Ces familles vont donc choisir des filières plus courtes. Ces diplômes, moins valorisés sur le marché du travail, amèneront donc une reproduction sociale. On voit que Bourdieu et Boudon arrivent à la même conclusion, l'école favorise la reproduction sociale, mais l'explication est différente. La massification scolaire a également eu comme conséquence de faire perdre aux diplômes une partie de leur valeur. Cela aboutit à ce qu'on appelle le paradoxe d'Anderson. Alors qu'est-ce que l'idée de ce paradoxe? Eh bien, l'idée c'est que on a des générations de jeunes qui sont souvent plus diplômés que leurs parents, mais qui n'ont pas forcément un emploi aussi reconnu socialement que leurs parents, voire même parfois un emploi moins valorisé socialement. D'où l'idée d'un paradoxe. D'ailleurs, on s'en rend compte avec le tableau que vous avez ici affiché. Si l'on regarde la première ligne, celle avec écrit supérieur, on est ici dans la situation dans laquelle le fils a un niveau d'études supérieur à celui de son père. Eh bien, dans ce cas-là, 40% ont un groupe socio-professionnel égal à celui de leur père. Donc on voit bien qu'il y a une forme de situation paradoxale qui conduit à se dire que, alors même qu'on est plus diplômé que nos parents, on n'a pas forcément la situation sociale améliorée par rapport à eux. Alors comment expliquer ce paradoxe? Il y a deux explications principales. La première, on en a parlé un peu, c'est la dévalorisation des diplômes. On a dit, le fait que beaucoup de personnes aient un diplôme rend ce dernier moins valorisable sur le marché du travail, en tout cas le rend plus banal, et du coup lui fait en quelque sorte perdre de sa valeur. En économie, l'une des théories de la valeur, c'est la rareté. La rareté d'un bien fait qu'il a plus ou moins de valeur. Ici, un diplôme qui n'est plus rare, eh bien, a effectivement moins de valeur. C'est un effet pervers de la démocratisation de l'école, une forme d'externalité négative, puisque quand on a massifié l'accès à l'école, l'objectif n'était pas de dévaloriser les diplômes, mais ça a bien été la conséquence, puisque le baccalauréat est de plus en plus souvent détenu, il ne permet plus en soi d'atteindre des positions sociales valorisées dans la société. Alors l'autre grande explication, qui est d'ailleurs donnée par Boudon, c'est l'effet de dominance. C'est-à-dire que à diplôme égal, certaines catégories sociales vont mieux valoriser le diplôme. Et en fait, ce qui fera la différence entre deux personnes qui ont le même diplôme, c'est le capital social. C'est les relations faibles, fortes, telles que vous les avez vues en première, mais également la manière de s'exprimer, la manière de se tenir, etc. Tout ce qui va en fait trahir notre origine sociale. La troisième grande explication de la mobilité sociale, c'est l'impact de la famille. Et on peut penser que la famille, euh, dans quelle que soit la situation initiale, va chercher à faire en sorte que son enfant ait une situation au moins identique, voire améliorée. Notamment dans les familles modestes, les parents souvent ambitionnent le fait que leurs enfants puissent avoir un emploi plus valorisé, moins fatigant physiquement, etc. Néanmoins, malgré cette volonté, le plus souvent la famille va conduire à de la reproduction sociale. En effet, la famille va transmettre un certain nombre de choses. Elle va transmettre par exemple un patrimoine, une forme de capital économique. Elle va transmettre également le capital culturel, c'est-à-dire l'ensemble des connaissances, des diplômes, des habitudes de lecture, de visite de musées, etc. Et également, la famille va transmettre le capital social dont on vient de parler. Et on voit que finalement, la transmission de ces capitales va en partie favoriser la reproduction sociale. On en a parlé notamment avec l'école. L'école va valoriser une forme de culture qui est la culture des catégories dominantes. Or, les enfants de ces catégories-là seront donc plus favorisés dans leur réussite. En observant les chiffres, on se rend effectivement compte que la famille joue un rôle important dans la transmission du capital culturel. Ici, nous avons l'activité culturelle des Français entre 8 et 12 ans.
Et on se rend compte qu'en fonction de l'origine sociale, cette activité culturelle n'est pas la même. Ainsi, pour ce qui est de la lecture de livres, 81% des enfants de cadre entre 8 et 12 ans ont une activité régulière de lecture de livres, ce qui n'est le cas que de 59% des ouvriers. Et si on regarde la colonne musée-exposition, qui est celle qui participe en grande partie à la construction de la culture telle qu'elle est valorisée à l'école, on voit un écart encore plus important entre les enfants de cadre et les enfants d'ouvriers. La famille va donc transmettre un capital culturel, des habitudes culturelles, et on va retrouver à l'âge adulte cette différence culturelle, puisque l'on voit que les enfants d'ouvriers devenus adultes ont souvent moins d'activités culturelles que les enfants de cadres, là encore devenus adultes. On peut dire qu'il y a une sorte de reproduction culturelle qui se fait par le biais de la famille. Alors si on revient un petit peu sur le capital social, donc c'est l'ensemble du réseau de relations sociales tel qu'il a été construit par l'individu, et en particulier tel qu'il a été parfois et souvent transmis par la famille. On a dit que ce capital social va être un vecteur de différenciation importante. En effet, pour deux individus qui auront le même diplôme, c'est réellement ce qui va faire la différence, la manière de se présenter, de parler, apprendre les codes requis pour un certain nombre d'emplois. hein. Cela sera fait dans certaines familles et pas dans d'autres. Et c'est ce qui va permettre, euh, en partie, de favoriser la reproduction sociale. Les enfants de cadre ayant intégré ces codes dès la petite enfance vont être favorisés lors de l'entretien d'embauche par rapport aux enfants d'ouvriers. Alors la somme de ces trois capitaux, capital économique, capital culturel et capital social, forme donc ce qu'on appelle le capital global, qui est donc transmis par la famille et qui va donc participer très fortement à la reproduction sociale. hein. D'ailleurs, la famille, c'est sans doute le vecteur principal de la reproduction sociale. Et on retrouve d'ailleurs cette idée lorsque l'on choisit notre conjoint, puisque très souvent on favorise l'homogamie sociale, c'est-à-dire un conjoint qui est dans la même position sociale que notre position d'origine. Là encore, cela va concourir à amener de la reproduction sociale. On observe bien cela quand on regarde le graphique ici. Alors ici, on a le lien entre la rémunération des individus et celle de leurs parents. Et donc on compare la situation dans les différents pays de l'OCDE, voir si la reproduction sociale est plus ou moins forte dans certains pays. Et on se rend compte que certains groupes de pays, notamment les pays anglo-saxons, États-Unis, Grande-Bretagne, on a un lien très fort entre la rémunération des parents et des enfants, donc une reproduction sociale forte, et la France se situe dans ce groupe de pays. A l'inverse, dans les pays nordiques, Danemark, Norvège, Finlande, on n'a pas de lien mécanique entre les rémunérations des parents et des enfants, ce qui veut donc dire que la reproduction sociale est sans doute plus faible dans ces pays.